c'est quoi le numéral? Bon, enfin bref, le gros nerf qui passe là. Et donc une paralysie tomaculaire. Donc c'est pas du tout la maladie de Charcot-Marie. Et donc là vous avez un duo intéressant de deux maladies dominantes toutes les deux au même locus, l'une par perte de fonction, délétion, haplo-insuffisance, l'autre par duplication. Activation constitutive. Donc là on a vu, il y a plus de doses de gènes, il y a plus de copies qu'il ne le faudrait. Il y a une deuxième façon, c'est des mutations qui vont, des mutations de la séquence codante de la protéine ou de son promoteur du gène qui vont activer l'unité transcriptionnelle, le gène. Alors là, on en connaît pas mal d'exemples, un petit peu moins, c'est pas si fréquent que cela. Voici un exemple qui est tiré de recherches qui ont eu lieu dans votre université sur un récepteur tyrosine kinase qui s'appelle RET, R-E-T. Vous savez très bien par la biologie cellulaire que biochimique, un récepteur tyrosine kinase va être activé par un ligand qui va recruter deux molécules qui sont à la surface d'une cellule et que le recrutement de ces molécules va faire qu'elles peuvent contracter des liaisons non covalentes intercaténaires entre chaînes, activer un signal de transduction et ainsi une cascade de phosphorylation, typiquement de prolifération cellulaire ou d'apoptose dans la série des récepteurs tyrosine kinase. Vous avez fait ça, je pense, plein de fois, vous avez vu ce type de modèle. Le récepteur RET est une molécule exprimée, là encore, c'est une obsession dans les cellules de crête neurale, et ce gène peut subir des mutations ponctuelles qui sont très, très spécifiques. Il n'y en a que quelques-unes qui donnent cet effet, qui sont des mutations qui vont perturber la présence d'une cystéine dans la chaîne protéique de ce récepteur. Or, les cystéines sont intéressantes parce qu'elles ont ici, vous voyez, une liaison intracaténaire, une liaison covalente cystéine-cystéine, qui participe à la structuration de la phase extracellulaire du récepteur. Lorsque l'on a une mutation qui va remplacer une cystéine, par exemple par une arginine, cystéine-arginine, il se peut alors que deux récepteurs indépendamment du ligand se présentent l'un à l'autre à la surface cellulaire et au lieu de contracter une liaison intracaténaire dans la chaîne protéique du récepteur, contractent une liaison cystéine-cystéine intercaténaire. Ça peut arriver. Il y a deux récepteurs qui se baladent, en fait, ils n'ont pas les mains comme ça, puis il y en a j'ai la main comme ça, salut. Puis ils se tiennent la main. Et là, problème, il n'y a pas de ligand, et il y a deux récepteurs qui se sont collés, et qui vont signaler. Et ce signal indépendant du ligand et irréversible, puisqu'il est covalent, devient un signal oncogénique. Et c'est un exemple archétypique, c'est vraiment un exemple modèle d'activation d'un système protéique, récepteur tyrosine kinase, d'activation constitutive qui va aboutir au fait que dans cette cellule où ça s'est passé une fois ou deux fois ou 10 fois, il y a une signalisation permanente de ce système récepteur tyrosine kinase qui va aboutir à quoi? À la prolifération. Et la prolifération est une des premières étapes de l'oncogénèse. Donc je vous fais l'histoire un peu longue, mais elle est très exemplaire de l'activation constitutive d'un gène et donc d'un effet de dominance. Autrement dit, vous n'avez vu nulle part ici dans ce petit schéma l'allèle normal, il marche très bien, merci, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'allèle mutant, lui, pour lui-même, va marcher tout seul comme un grand et il va surmarcher. Il va être super performant en permanence. Il délivre son signal dérégulé, irréversible, covalent et permanent, oncogénique. Et donc, c'est les personnes qui sont porteuses de ces mutations ponctuelles, faux sens, ce sont des faux sens, cystéine, arginine, cystéine, tyrosine, à des endroits très particuliers. Bien sûr, ce n'est pas n'importe où dans le gène. Donc, ces mutations sont très spécifiques.
sont des personnes qui sont prédisposées à certains cancers. Des cancers de quoi? Des cancers de la crête neurale. Phéochromocytome, la tumeur de la médullo-surrénale. Carcinome médulaire de la thyroïde, les cellules productrices de calcitonine, sont les deux tumeurs principales de ces personnes. Et donc on a des pédigrés comme ça, dominants, de personnes qui se transmettent ou pas cette mutation. La physiopathologie derrière, c'est une activation constitutive de ce gène. Autre exemple, toujours un récepteur tyrosine kinase. Je vous ai parlé de l'achondroplasie. On l'a vu comme exemple de maladie, vous vous souvenez, d'homogénéité allélique. Un seul allèle mutant G380R donne l'achondroplasie à l'état hétérozygote. Donc c'est vraiment le modèle absolu de la maladie dominante. Et c'est exactement la même histoire. Vous avez un récepteur FGFR3, donc le récepteur de type 3 au FGF, facteur de croissance fibroblastique, exprimé dans le cartilage. Voilà ces deux molécules. Voilà un ligand ici qui va attirer et rendre, entamer un dialogue entre deux molécules de récepteurs. Signalisation. Dans l'achondroplasie, voici une liaison covalente qui s'est produite à cause de cette mutation. Le mécanisme est différent, peu importe. Et cette liaison covalente va faire que ce système récepteur tyrosine kinase FGFR3 va signaler en permanence de manière active phosphorylation, phosphorylation, phosphorylation dans le cartilage de croissance. Mais là, le message, ce n'est pas un message de prolifération. C'est un message d'apoptose. Et donc, les cellules du cartilage de croissance entrent en apoptose, meurent. Et le cartilage de croissance est stérilisé, nanisme. D'accord? Donc vous avez là deux maladies très exemplaires de la dominance par gain de fonction liée à une activation constitutive d'une molécule par une mutation très particulière. Et là arrive une notion très importante pour vous, c'est que autant la perte de fonction peut être lié à n'importe quel événement à un locus. Délétion, mutation non-sens, épissage, faux sens, etc. Autrement dit, n'importe quel événement moléculaire peut, pas toujours, mais peut aboutir à une perte de fonction, alors que le gain de fonction, il faut vraiment des mutations très spécifiques, très particulières, très originales, tellement originales qu'il n'y a qu'elles qui arrivent à faire ça. Si vous avez une mutation faux sens qui est juste à côté de 380 et qui est, je ne sais pas quoi, adénine, alanine, leucine, probablement ça ne donnera rien. Le récepteur marche très bien, ça ne donnera rien. Il faut cette mutation-là, et uniquement celle-là, pour aboutir à l'achondroplasie. Ça explique l'homogénéité allélique, et ça explique cette espèce d'observation que l'on fait régulièrement pour la dominance dans les gènes humains. Les mécanismes de perte de fonction sont le plus souvent associés à des répertoires alléliques assez vastes. N'importe quoi peut faire dysfonctionner un gène, alors que les gains de fonction sont plutôt associés à des mutations très spécifiques, très originales, très rares. Et on en déduit l'observation inverse. Quand vous étudiez un gène en recherche et que vous observez que n'importe laquelle des mutations que vous avez répertoriées peut donner une altération, bah c'est probablement que le mécanisme est une perte de fonction. Et inversement, si vous avez toujours la même mutation, c'est que le mécanisme est un gain de fonction. Acquisition de fonctions nouvelles, on est toujours dans le gain de fonction, mais ça c'est un truc un peu à part, c'est pas l'augmentation de dosage, c'est pas l'activation constitutive, c'est le gène va faire un autre truc, il va fabriquer autre chose, modifier véritablement l'expression. Donc il n'y a pas beaucoup d'exemples de ça, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il y a par exemple, voilà une alpha, ça c'est alpha, hein, c'est alpha, une alpha antitrypsine qui devient une antithrombine. C'est-à-dire elle fait l'effet inverse. Une molécule qui est procoagulante, hémostatique, va devenir une molécule anticoagulante. Et ça donne une pathologie de l'hémostase dominante par acquisition d'une fonction nouvelle. Là aussi, on imagine qu'il n'y a pas beaucoup de mutations qui peuvent donner ça. C'est l'acquisition d'un phénotype complètement différent. Je passe ça. Troisième grande catégorie
perte de fonction, gain de fonction, effet dominant négatif. C'est exactement ce que Müller avait appelé antimorphe. Voilà. Antimorphe, c'est-à-dire mon allèle mutant domine l'allèle normal en le contredisant, en l'empêchant de bien fonctionner. Quelques exemples. Certains exemples, la plupart des exemples pardon, sont empruntés à des maladies où le gène code pour une protéine de structure, collagène, fibrilline, myosine, kératine. Le point commun de ces maladies, c'est qu'on a affaire à des protéines de structure. L'ostéogenèse imparfaite, une maladie autosomique dominante avec fragilité osseuse. Vous savez, on parle parfois de la maladie des os de verre. C'est des enfants qui se cassent, mais ce n'est pas une fracture. Ils se font 10, 15, 20 fractures dans leur vie. Ils ont des os extrêmement fragiles. Parfois même, c'est à la naissance. On voit naître un enfant qui a 10 fractures de côte et une fracture de vertèbre. C'est la maladie qui a emporté, vous savez, ce grand pianiste de jazz, Petrucciani. Vous vous souvenez de ce type merveilleux qui jouait sur son piano complètement déformé avec une scoliose épouvantable, dans un état dramatique, et qui est mort d'insuffisance respiratoire à New York, d'une pneumonie un jour à 40 ans. Il avait une ostéogenèse imparfaite. La maladie de Marfan. Vous voyez ces personnes c'est extrêmement longilignes, avec des doigts qui n'en finissent plus. Lincoln. Lincoln avait une maladie de Marfan. Vous voyez les portraits de Lincoln, etc. Donc c'est une maladie autosomique dominante liée à une maladie de la fibrilline. Des maladies du muscle cardiaque, des myocardiopathies atteintes des chaînes de myosine. Des maladies de la structure de la peau, d'une peau des épidermolyses bulleuses. C'est des maladies épouvantables qui font que la peau desquame, comme si on avait une peau brûlée en permanence, par anomalie des kératines. Toutes ces anomalies, je ne vais pas vous faire la clinique de ça, mais ont comme point commun de toucher des protéines de structure. Et le mécanisme qui est là est intéressant, c'est que l'arrangement de ces protéines, les collagènes, les fibrillines, les myosines, les kératines, c'est souvent des arrangements multiprotéiques. C'est-à-dire que vous aboutissez à une fibre de collagène à partir des fibrilles, à une fibre de myosine à partir des molécules. Et il y a un arrangement structural, tridimensionnel, extrêmement répétitif, récurrent et nécessaire au fonctionnement. Et au fond, c'est très schématique, mais quand on a une mutation dominante négative dans ce domaine-là, c'est qu'on a un allèle qui produit une protéine dont la structure n'est pas la même, n'est pas conforme. Ici, on vous a fait des petits losanges et on produit un quadrilatère. C'est un symbole, évidemment, mais c'est ça l'idée. Et alors, évidemment, l'allèle losange, il ne marche pas, mais ce n'est pas très grave si on faisait que des losanges, si on le mettait de côté, s'il ne marchait pas du tout. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il vient perturber l'organisation générale des fibres protéiques de collagène. Et donc, il exerce au fond un effet dominant négatif, c'est-à-dire qu'il perturbe l'allèle normal. Une autre façon de faire, ça c'est pour l'ostéogenèse imparfaite. Je vous ai montré d'autres exemples ici qui avaient été trouvés par le professeur Amiel dans une maladie très, très étonnante, dominante aussi, qui est une maladie de la ventilation, où des enfants qui ne régulent pas leur ventilation, on appelle ça l'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale. On l'a appelé jadis la malédiction d'Ondine. Vous savez, Ondine tombe amoureuse de... C'est une ondine, vous savez, les déesses marines. Vous ne savez pas ça? Les déesses marines, elles tombent amoureuses du beau chevalier qui n'en a pas grand-chose à faire et qui s'en va et lui jette une malédiction. Il ne pourra pas dormir sans s'endormir définitivement, sans mourir. Et ces enfants, c'est ça. Ils n'ont pas de régulation de la ventilation, des enfants absolument parfaits qui naissent très bien.